Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui suite à la demande de certains élèves qui m'ont demandé de leur proposer le corrigé de la session de rattrapage 2018, donc voilà, je vous propose dans cette vidéo la partie physique et je vais la partager en deux vidéos. Dans la première, je vais m'intéresser à la partie nucléaire et à la partie électricité. Donc comme d'habitude, le sujet, vous pouvez le télécharger dans le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous conseille toujours de faire votre propre recherche, votre propre solution. C'est très important. Avant de regarder la solution, vous pouvez stopper la vidéo, essayer de proposer votre solution et vous pouvez suivre après la vidéo. Donc allons-y. Donc cette partie comporte deux exercices. Le premier s'intéresse à l'étude de la désintégration du plutonium 241 et on verra un deuxième exercice sur l'électricité. Donc on vous dit que le plutonium se désintègre pour donner une particule qu'on appelle la mercium AM241,95 et elle émet une particule X. Première question, quelle est la nature de cette particule? Donc dans cette partie, il suffit d'utiliser la loi de conservation du A et de Z, nombre de masse et numéro atomique. Donc vous avez le plutonium 241 vous donne AM 241, donc A est conservé et par conséquent le nombre de masse de la particule émise c'est 0. Le Z du plutonium c'est 94, du noyau émis c'est 95, donc pour qu'il y ait conservation il faut que Z de la particule soit égal à moins 1, donc 95 moins 1 égale à 94. Et cette particule n'est autre que la radioactivité bêta-. Donc, deuxième question, on vous demande de calculer l'énergie libérée lorsqu'un seul noyau se désintègre du plutonium. Donc, l'énergie libérée est donnée par la relation delta M fois C carré. Donc, il suffit de calculer le défaut de masse obtenu pour cette réaction. Donc, je rappelle ici, vous allez trouver un delta M négative. Mais comme l'énergie libérée par convention est positive, on va mettre la valeur absolue quand on va faire l'application numérique. Dans cette partie, il suffit de remarquer que delta M, soit on vous le donne en unité internationale, c'est-à-dire la masse en kilogrammes, la vitesse de la lumière c'est en mètres par seconde et dans ce cas l'énergie c'est en joules, soit on vous donne les masses en unité de masse atomique. Et dans ce cas, on va utiliser la relation A unité de masse atomique égale à 931,5 mégaélectronvolts par C carré. Donc si vous remplacez delta M en unité U, le C carré avec le C carré se simplifie et le résultat, ce sera en mégaélectronvolts. Donc ce sera delta M en unité de masse atomique. Vous la multipliez par 931,5 et le résultat, c'est l'énergie libérée en mégaélectronvolts. Donc calculons donc le défaut de masse de cette réaction qui est la masse de E0-1 plus la masse de l'amercium moins la masse du plutonium. Donc ça vous donne moins 3 10 puissance moins 5 unités de masse atomique. Donc vous voyez bien que c'est négative. Si on la multiplie par 931 et en mettant la valeur absolue, on va obtenir l'énergie libérée par un seul noyau du plutonium. Donc l'énergie libérée, c'est 0,292 mégaélectronvolts, c'est-à-dire de 0,279 multiplié par 10 puissance 6 électronvolts. Dans la troisième question, on s'intéresse donc à l'étude de la désintégration du plutonium 241 et on vous donne l'activité à t égale à 0. Là, on vous demande de calculer l'activité à un instant t1 qui est égal à 28,7 années. Bon, là, il suffit de penser à la relation de décroissance qui vous permet de donner d'obtenir une relation entre l'activité à l'instant t et l'activité à l'instant initial qui est a de t égale à 0 exponentielle moins lambda de t. On connaît A0, on connaît t, 28,7, il suffit de connaître lambda. Or, on vous donne t1 demi dans l'énoncé et lambda est égal à log de 2 sur t1 demi. Donc, on connaît tout, donc on passe à l'application numérique.
L'activité à l'instant T1, c'est l'activité initiale exponentielle moins lambda T1 en remplaçant lambda par log de 2 sur T1 demi. On peut obtenir l'activité à l'instant T1. Donc, dans l'application numérique, là, il faut faire attention. Bon, si on n'a pas de calculatrice, on peut remarquer que 28,7, c'est le double de 14,35. Donc, ça vous donne ici 2 log de 2, qui est log de 2 puissance 2. Et l'exponentielle, c'est la fonction inverse de logarithme. Là, c'est 1 sur exponentielle log de 2 puissance 2. Et donc, ça vous donne 2 puissance 2. Donc, 3 quarts, c'est 0,75 10 puissance 6 becquerel ou bien 7,5 10 puissance 5 becquerel. Donc, c'est l'activité à l'instant T. Bon, souvent, dans les questions de l'activité, soit on vous donne ce type de questions, soit à l'inverse, on vous donne à 0. On vous donne l'activité à l'instant T et on vous demande de calculer l'âge de l'échantillon. Toujours la base, c'est cette relation-là. Donc si je connais A1 à l'instant T, A0 à l'instant initial, je peux déterminer T1 en calculant A1 sur A0 et en passant au logarithme. Et vous avez cette relation qui vous permet de déterminer l'âge d'un échantillon connaissant son activité initiale et son activité à l'instant T. Et bien sûr, connaissant T1 demi ou lambda. L'un des deux, souvent, soit on vous donne lambda, soit on vous donne T1 demi. Mais on peut passer de l'un à l'autre. Donc voilà pour ce premier exercice. Vous voyez rien de spécial, des questions très classiques. On passe maintenant à l'électricité. Là aussi, c'est... Sauf que la première question, il y a un petit peu de réflexion. On vous donne un branchement d'un système d'acquisition. Il vous demande quel type de branchement ou où il faut brancher. Par exemple, l'oscilloscope ou bien un système d'acquisition qui peut être l'oscilloscope pour visualiser la tension au bord de la bobine L. Hein, il ne faut pas surtout mettre ici la masse et mettre ici vers le système d'acquisition. Inversement, mettre la masse ici, il faut faire très attention. Parce que ça, c'est la tension du générateur. Donc ici, c'est la masse. Et on ne peut pas avoir deux masses dans un circuit. Donc on peut, puisque L est en série avec R, on peut changer leur position et mettre la bobine ici et la résistance là. Donc c'est toujours un circuit RL en série. Et mettre la masse ici ou là, c'est la même chose. Tous ces points-là, ils sont au même potentiel. Et donc on peut envoyer ici, à partir brancher ce point vers le système d'acquisition. Comme ça, cette tension-là qu'on va visualiser par le système d'acquisition est exactement la tension en ce point moins la tension en ce point qui est la tension au bord de la bobine. Deuxième question, on vous dit de déterminer l'équation différentielle. C'est toujours classique dans le circuit, toujours question. Première question, l'équation différentielle vérifiée soit par le courant, soit par la charge, soit par la tension. Bon, voilà, ces trois types de questions. Ici, on vous demande de déterminer la tension vérifiée par le courant. Donc, toujours la même idée, il faut penser à la loi d'additivité des tensions. Donc, la tension au bord du générateur est égale à quoi? Est égale à la tension au bord de la bobine plus la tension au bord de la résistance. Bon, les tensions au bord de la résistance de la bobine, c'est déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, la tension au bord d'une résistance, c'est la loi d'Ohm, c'est RI. La tension au bord de la bobine, c'est LD de I sur D de T. Bien sûr, si la bobine ne possède pas une résistance interne, c'est le cas ici, c'est précisé dans l'énoncé. Sinon, il faut ajouter plus petit r fois I si la bobine possède une résistance interne. Et ça, c'est égal à 1. Donc, en divisant par L, on obtient l'équation différentielle vérifiée par le courant E, qui est une équation de premier ordre. Bon, troisième question, on vous dit que l'intensité du circuit, autrement dit la solution de cette équation, s'écrit sous la forme E sur R facteur de 1 moins exponentielle moins R sur L fois T. D'habitude, on vous donne moins T sur tau. Donc, vous voyez déjà que tau, c'est L sur R. Et on vous demande d'exprimer la tension au bord de la bobine en fonction de E, R et L. Voilà, on vous donne l'expression de I. Or, la tension au bord de la bobine, c'est L d de I sur d de T. Donc, il suffit de dériver cette expression-là par rapport au temps. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle alpha t, c'est alpha exponentielle alpha t. Donc, ça vous donne comme dérivée la tension au bord de L, d de I sur d de T, ça vous donne E exponentielle moins R sur L fois T.
Bon, quatrième question, on vous dit calculer la valeur de la tension au bord de la bobine à l'instant t est égal à tau. Tau, c'est le constant du temps du circuit. Oh, donc là, il suffit de voir que cette expression-là, E exponentielle, on peut le mettre E sous la forme E exponentielle moins t sur tau. C'est-à-dire que si t est égal à tau, la tension au bord de la bobine, c'est E exponentielle moins 1. Or, c'est quoi la valeur de E? On peut le déduire à partir de cette courbe, bien sûr, parce que si t égale à 0, exponentielle 0 est égal à 1, donc la tension au bord de la bobine est égale à E. On revient vers la courbe, si t égale à 0, c'est quoi la valeur de E? C'est 9 volts, donc E égale à 9. Donc 9 divisé par exponentielle E, ça vous donne 3,3 volts. Donc c'est la tension au bord de la bobine lorsque t est égal à tau. À partir de là, on vous demande de déduire la valeur de tau. Donc là, vous avez deux méthodes, soit la tangente à l'origine. Donc là, il peut qu'on fasse une petite erreur parce que la tangente à l'origine, on peut la tracer ici, mais on peut la tracer légèrement décalée. Mais la méthode sûre, c'est pour t est égal à tau, on vient de le calculer. La tension, c'est 3,3 volts au bord de U de L. Or, ici, ce qu'on vous représente, c'est la tension en bord de la bobine. Donc, on cherche 3,3 sur la courbe. Ici, c'est 6. Donc, 3,3, c'est ici. Vous faites l'abscisse de 3,3 et il faut projeter sur l'axe du temps et ça vous donne exactement 1 milliseconde. Donc, la constante du temps est égale à 1 milliseconde. Donc, soit à partir de la tangente, soit à partir de la valeur de la tension au bord de la bobine lorsque t est égal à tau. Enfin, à partir de tau, on vous dit de déduire la valeur de L. Donc là, on a dit que tau, c'est L sur R. On vous donne la valeur de R dans l'énoncé. Donc L est égal à R, tau fois R. Donc là, il faut faire très attention aux unités. La résistance, c'est en ohms. Le tau, c'est en secondes. Donc 1 milliseconde, il faut le transformer en secondes. Et l'unité de L, c'est le H Henry. N'oubliez pas les unités. Très souvent, les élèves oublient les unités. C'est toujours des temps, des notes perdues gratuitement. Donc dans la partie 2, on s'intéresse à la réception d'une onde modulée en amplitude. Donc elle est indépendante de la première partie. Donc là, on vous donne le circuit de réception qui est formé par trois parties. Donc un circuit LC, L en parallèle avec C, un circuit R en parallèle avec C, et enfin un circuit R2, C2. On vous dit qu'on veut, pour sélectionner une onde radiofréquence, une onde radio, modulation d'amplitude de fréquence 530 kHz, sur quelle valeur il faut ajuster la capacité. Donc quand on veut chercher les stations radio sur les fréquences des différentes radios sur un poste de radio, qu'est-ce qu'on fait? On tourne un bouton. En fait, lorsqu'on tourne le bouton, c'est qu'on change la valeur de la capacité. Et pour chaque valeur de la capacité, vous avez une fréquence bien déterminée. Pourquoi? Parce que ce circuit LC, c'est ce qu'on appelle un circuit bouchon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un circuit qui laisse passer, qui bloque toutes les fréquences sauf une seule. Laquelle? Celle qui est égale à sa fréquence de résonance. Or, si vous faites l'équation différentielle de ce circuit, vous pouvez déduire la fréquence de résonance, soit vous la prenez par cœur, donc soit c'est très facile, il suffit d'écrire l'équation différentielle et vous pouvez déduire cette fréquence-là. Donc la fréquence est donnée par 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Donc pour chaque valeur de L et pour chaque valeur de C, vous avez une seule fréquence F0 et c'est cette fréquence qui est captée par ce circuit-là. Et on vous dit, pour capter cette fréquence, sur quoi il faut, quelle est la valeur de la capacité, sachant bien sûr que là, L est égal à 0,01. Donc il suffit de déduire C à partir de cette relation. Donc C est égal à 1 sur 4 pi carré fois L fois F0 au carré. L'application numérique, là aussi, il faut faire très attention. Donc 10, c'est pi carré. Ensuite, L, c'est 10 moins 2, vous voyez ici. Et la fréquence, il faut la transformer en Hertz, 130 kHz, il faut multiplier par 10 puissance 3. Et l'unité de la capacité, c'est le farad. Donc on obtient 9 10 puissance moins 12 farad, c'est 9 picofarad. Donc là, c'est un circuit qui permet
de sélectionner une onde radio. Là, c'est un circuit qui permet la partie qui permet de détecter l'enveloppe de l'onde radio. Et cette partie-là, ça permet d'éliminer la composante continue. Donc, sachant que la moyenne des fréquences des ondes sonores, c'est 1 kHz, et que la résistance R1 qui permet d'obtenir une bonne démodulation, c'est 35 ohms, on vous dit que la valeur de la capacité utilisée dans la partie 2 doit être égale à combien? Donc, doit être, on cherche cette valeur-là. Donc là, il faut bien distinguer les deux types d'ondes. L'onde à haute fréquence qui est la porteuse et le signal à transporter qui est l'onde sonore de 1 kHz. Pour avoir une bonne détection de l'enveloppe, il faut deux conditions. La première, c'est que la fréquence de la porteuse doit être très supérieure à la fréquence du signal. Et la deuxième, c'est le circuit RC qui permet de détecter l'enveloppe. Sa constante du temps doit être très supérieure à la période de la porteuse et inférieure à la période du signal. La constante du circuit RC, c'est R fois C. Bon, première condition est déjà vérifiée. Pourquoi? Parce que la fréquence de la porteuse 530 kg, elle est très supérieure à 1 kg. La deuxième condition, taux, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour déterminer la fréquence C1. Donc, on remplace taux ici par R1 fois C1. Donc, cette première condition devient R1 fois C1, y compris entre T indice P et T indice S, que sont les périodes de la porteuse et la période du signal. Or, la période est égale à 1 sur la fréquence. Donc, on va déduire une relation vérifiée par les fréquences, parce que c'est les fréquences qu'on a ici, 1 kHz et 530 kg. En remplaçant T par 1 sur F, on a cette relation que doit vérifier la capacité du circuit RC. On passe à l'application numérique. Toujours ne pas oublier de transformer ici le kHz en Hertz. Et la même chose ici. 1 kHz, c'est 10 puissance 3 Hz. Et le résultat, c'est en farad, qu'on va transformer en nanofarad. Donc ici, cette borne-là, faites l'application numérique, vous allez trouver 54 10 moins 9 farad. Ici, l'application numérique, vous allez obtenir 30 10 moins 6 microfarad. On vous propose de choisir parmi ces solutions laquelle qui vérifie cette condition. Il faut remarquer d'abord qu'on a deux valeurs qui sont incluses dans cet intervalle. Donc vous avez d'une part 20 microfarads et d'autre part 20 nanofarads. Donc les deux appartiennent à cet intervalle, mais il seul vérifie la condition, cette condition-là. Il suffit de remarquer que 20 nanofarads n'est pas très supérieur à 54 nanofarads. Par contre, 20 microfarads, elle est très supérieure à 54 nanofarads, elle est inférieure à 30 microfarads, donc c'est plutôt la bonne réponse, c'est la question B. Donc il faut bien que cette condition soit vérifiée. Donc la valeur, la bonne condition, donc c'est, il faut choisir pour C1 20 microfarads. Et enfin, on vous propose 4 solutions pour la troisième partie. Il sert à quoi? Est-ce qu'il sert à moduler l'amplitude, à sélectionner la fréquence de l'onde? On vient de voir que c'est la première partie qui sélectionne la fréquence. Est-ce qu'elle sert à éliminer la composante continue ou bien à détecter l'enveloppe? Donc il suffit de suivre dans l'énoncé. On vous dit déjà pour détecter l'enveloppe, on s'intéresse à C1. Donc, pour éliminer la troisième partie, il sert à éliminer la composante continue. Pourquoi? Tout simplement pour se rappeler qu'à basse fréquence, un condensateur se comporte comme un circuit ouvert, c'est-à-dire il a une très grande résistance, donc ça permet de bloquer le signal continu qui est un signal à basse fréquence. Donc voilà pour la première partie où j'ai traité la partie nucléaire et la partie électricité. Dans une prochaine vidéo, je vous propose la partie mécanique. Merci pour votre suivi. Donc,